Alain Valterio, c'est un psychologue jungien, je l'ai dit. Il ne milite pas pour le retour du patriarcat, évidemment, c'est ce que ses détracteurs lui reprochent, ou encore une nostalgie de l'autorité. Il ne s'attaque pas non plus au psy, il n'est pas non plus misogyne, attention. Il s'insurge plutôt contre cette culture qui est imbibée de thérapie qu'il a appelée la psyrose dans son dernier ouvrage, qui est la cause d'une névrose collective qu'il appelle du coup la névrose psy, titre de son ouvrage qu'il a publié en 2014 aux éditions Favre. Donc la première question, Alain, elle coule de source. Ce concept de névrose psy, à quel moment et comment vous en avez pris conscience? Quand j'avais 20 ans, le facteur pathogène incriminé, c'était ce que nous appelions la névrose, la culture judéo-chrétienne, avec pour conséquence ce que nous appelions la névrose chrétienne, qui était censée nous inhiber, notamment dans les conduites sexuelles. Nous étions tous supposés être trop obéissants et nous allions en thérapie pour l'être un peu moins. Nous avons combattu la culture judéo-chrétienne et nous ne nous sommes pas rendus compte qu'en même temps que l'on faisait tomber les interdits de la culture judéo-chrétienne, on en érigeait d'autres. Et c'est ça que j'ai appelé la psyrose. C'est cette culture sortie des murs de la consultation et qui aujourd'hui agit sur les mentalités, pas toujours de la meilleure façon, parfois même pour le pire. J'impute à la névrose psy, à la culture, à la psyrose, la recrudescence de suicide, notamment chez les jeunes, je m'expliquerai là-dessus. Il règne un esprit de thérapie qui mobilise les mentalités à appréhender le rapport à soi-même et le rapport aux autres d'une façon que moi je juge pour le moins déformée. Cet esprit de thérapie veut que l'on voit de la pathologie là où il n'y en a pas. Le malheur, c'est que quand on voit de la pathologie là où il n'y en a pas, on la crée. J'ai ici l'exemple, par exemple, dont j'ai envie de parler, c'est le jeune homme qui est venu me voir la semaine passée, il a eu un accident, il est tombé d'un échafaudage, il s'est cassé un bras. Ce qui a nécessité un congé maladie de 5 semaines. Pendant ce congé maladie, il a dû aller voir une ergothérapeute, une kinésithérapeute si vous voulez, qui a participé à la rééducation de son bras. Après, un très bon rapport s'est établi entre elle et cette thérapeute, qui, après quelque temps, s'est fait un devoir d'appeler ses parents pour dire que leur garçon était en souffrance. C'est l'expression à la mode aujourd'hui. Il est en souffrance. Sous-entendu qu'il avait été traumatisé par l'accident qu'il avait eu. Dans la mesure où ça permet au jeune homme de prolonger son congé maladie, ça n'est pas encore trop grave. Mais non seulement il a prolongé son congé maladie, mais il est entré en thérapie. Il est devenu un adepte de la psyrose lui-même, dans un rapport avec lui-même qui a complètement changé. C'est un rapport romantique, le je-ich, qui explore le moi, qui fluctue et qui veille à ce que ce moi se porte bien. C'est d'ailleurs la principale cause de l'hypocondrie aujourd'hui, qui est un symptôme en recrudescence. Alors, dans le cas de ce jeune homme, ça n'est peut-être pas très grave, mais par exemple, aujourd'hui, la suspicion que la personne qui est en face de vous ait subi un abus, ça se voit tous les jours. Combien de thérapeutes ne vont pas suggérer à la personne qui est en face d'eux, mais vous n'avez pas subi un abus, vous, dans le passé? J'ai encore vu ça il y a moins d'une semaine en arrière, dans un groupe d'éducateurs, une éducatrice, on parlait d'une jeune femme qui est en institution et qui prend beaucoup de place comme ça, qui est fort désagréable, et une éducatrice s'est exclamée, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là un abus? Est-ce que c'est pas le signe qu'elle a subi un abus? Mon point de vue sur cette jeune fille, je ne vais pas vous faire une présentation de cas, mon point de vue sur cette jeune fille, c'est qu'en fait, elle est la fille
de parents qui sont de vrais psyrosés. D'ailleurs, ils font des tas de formations, de cours de communication non violente. Alors, comment on fait pour devenir un parent psyrosé? Alors, on adhère corps et âme à cette pensée de la thérapie, on s'intéresse à tout ce qui tourne autour de cette thérapie, et c'était le cas de ses parents, particulièrement de la mère qui enseignait la psychologie dans un institut, dans ce qu'on appelle une HES, une école d'enseignants. Cette gamine n'avait reçu de la part de ses parents que des réponses de psy. Elle n'a jamais reçu des réponses de parents. Et c'est ce qui me fait écrire dans mon livre qu'à mon avis, le drame de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de psy et pas assez d'adultes. Ses parents étaient toujours hyper impliqués avec leur gamine qui vivait pourtant en institution. Ils étaient omniprésents au cœur de cette institution, incapables de permettre à cette gamine d'aller se mettre à l'épreuve ailleurs que dans leur giron parental. On devient un psyrosé en adhérant corps et âme, en croyant tout ce que, à la toute-puissance du psy et ce qu'il va pouvoir nous apporter. L'engouement autour de la thérapie, aujourd'hui, n'est en aucun cas lié aux résultats qu'il obtient. On veut y croire. Et le thérapeute, aujourd'hui, jouit d'une toute puissance dans laquelle, parfois, il se laisse prendre. Il y a eu dernièrement, en Suisse, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a 2 ou 3 ans en arrière. C'est ce qu'on appelle l'affaire Adeline. Adeline, c'est une jeune thérapeute qui travaillait dans un institut qui était spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels. Et les thérapeutes ont cru qu'ils pouvaient permettre à Adeline, la thérapeute, une des thérapeutes, d'aller se balader dans la nature avec ce délinquant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a sauté dessus, il l'a tué. C'est intéressant de voir la réaction des médias et des gens autour de cette affaire. À aucun moment a été posée la question, mais les psys, vous n'avez pas un peu surestimé votre art en laissant cette gamine aller se balader dehors? On a entendu toutes sortes de choses. Les juges ont été incriminés, mais à aucun moment on a remis en question la position des psys dans cette affaire, qui ont d'une façon complètement imprudente laissé cette thérapeute aller se balader avec ce monstre. Sur cette notion de traumatisme, je trouve que ça vaut la peine qu'on s'étende un peu sur ce que j'ai entendu au cours de mes 30 ans de carrière. Ce que l'on appelle traumatisme aujourd'hui, il y a de quoi s'étonner. J'étais hier dans une file d'attente, j'entendais la jeune femme qui était derrière moi dire à l'autre qu'elle avait été traumatisée parce qu'elle avait loupé un train. Il ne faut pas sous-estimer le poids des mots. Il y a pas longtemps, un bus scolaire a été embouti par une voiture, que de la tôle froissée, pas de blessés, mais vraiment pas de blessés. On appelle la cellule de soutien psychologique. Des fois que les têtes blondes auraient été traumatisées. On est à l'affût de tout ce qui pourrait avoir valeur de traumatisme. Aujourd'hui, toute expérience qui pourrait être désagréable va être perçue dans cette mentalité de la psyrose comme éventuellement un facteur de pathologie, donc un traumatisme. Et je suis très étonné de voir que, par exemple, dans l'éducation, l'éducateur est aujourd'hui complètement paralysé par être un facteur de traumatisme pour la personne qu'il est en charge d'éduquer. Les mises en garde contre le traumatisme sont omniprésentes. Alors parlons, si vous voulez, disons 2 mots sur cette supposée violence parentale dont nous parlons tellement aujourd'hui. Moi, j'affirme, je ne peux pas donner la preuve de ce que je dis, mais enfin, on est entre nous. J'affirme qu'aujourd'hui, il y a plus de parents qui sont maltraités par leurs enfants que d'enfants qui sont maltraités par leurs
parents. J'ai envie de vous parler d'une situation qui m'avait frappé, ça fait longtemps, parce que c'était au début du portable, du Natel. J'avais reçu un couple de parents qui étaient venus me voir au sujet de leur enfant de 11 ans qui, manifestement, leur en faisait voir de toutes les couleurs et qui les maltraitait tant et plus. Pendant la petite heure que nous avons passée avec ses parents, l'enfant appelait 7 ou 9 fois, une fois sur le Natel du père, une fois sur le Natel de la mère. À aucun moment je me suis dit je vais interrompre ce ballet, je vais laisser ses parents se débrouiller avec ça. Et tout le long de la séance, à aucun moment ses parents se sont sentis autorisés d'éteindre leur Natel. Et à la fin de la séance, lorsque je fis la remarque au père, il me prit de haut en me disant « Mais comment vous, qui êtes psy, vous pouvez vouloir couper la communication avec l'enfant ?» C'est une violence qui est faite à l'enfant. Et sur cette violence des parents, il faut écouter ce que les gens nous disent, les adultes. Moi, j'écoute des adultes qui me parlent de leur enfance et notamment de la WIST. On appelle ça la WIST qu'ils ont reçue. Ils disent quoi? Ils disent oui, c'est arrivé 1 ou 2 fois. Parfois ils disent je l'avais bien mérité. Ils ne disent pas qu'ils ont été. Tu parles de la gifle. Voilà, la gifle ou la whist, c'est la gifle. Ouais, j'étais le seul à avoir loupé la whist. Donc Natel égale mobile et whist égale gifle. Je fais la traduction exact. Hein? Ils disent c'est arrivé 1 ou 2 fois, mais en aucun cas ils disent que ses parents ont été des parents violents. Un geste violent ne fait pas une personne violente. Une personne violente est un multirécidiviste. Et il n'est pas utile de vouloir à tout prix mettre en garde continuellement les adultes, parents et éducateurs contre le potentiel de violence qu'ils ont sitôt qu'ils sont en face d'un enfant. C'est pas le cas. J'ai visité des institutions, tenez-vous bien, où il y avait un règlement pour les éducateurs et aucun règlement pour les éduquer. Comme si le facteur pathogène, le facteur de traumatisme venait toujours du même côté. Je crois que c'est un des grands changements dans l'éducation qui s'est opéré ces dernières années. C'est que les interdits, l'interdit que nous pensions avoir levé n'a pas disparu, il a changé de camp. Aujourd'hui, il est de côté du camp de l'éducant. Et 2, c'est que le mot autorité est immanquablement chargé de violence. Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur votre dernière phrase, puisque vous l'aviez indiqué dans une interview que j'ai sous les yeux. Je ne fustige pas le manque d'autorité, mais je m'inquiète que la psyrose nous interdise d'en avoir. Pour la psyrose, il ne saurait y avoir d'autorité sans violence. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'une autorité sans violence ? Alors, on ne sait pas. Justement, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une autorité sans violence. Mais il faut bien comprendre que le contraire de la peur d'être violent, et ça que vous pouvez comprendre, ça n'est pas être violent. Le contraire de la peur d'être violent, c'est ne pas avoir peur d'être violent. Ça n'est pas être violent. Et qu'il semblerait que les adultes, maintenant, ont à l'intérieur d'eux quelque chose qui leur donne peur d'être violents, sitôt qu'ils sont en face d'un enfant. Je suis étonné le nombre d'éducateurs qui disent « je ne sais pas ce dont je pourrais être capable ». Et c'est justement cette peur-là qui parasite, qui rend l'intervention éducative complètement improductive. Sur le mot violence, mais ce qu'on appelle violence, c'est sidérant. Attends, laisse-moi juste dire cette anecdote. J'en parle, je ne sais pas si j'en parle dans le livre. C'est 2 gamins de 7 ans, 2 petits copains de 7 ans, des copains de toujours qui font le chemin d'école ensemble. Ils arrivent à l'école, le ton monte l'un des 2, ils se chicanent, bagarre, il y en a un des 2 qui enferme l'autre dans une armoire. L'enseignante a trouvé ça d'une violence inouïe. Appelle des psychologues, pour traiter l'agresseur, si j'ose dire, pour sa violence, pour traiter l'agressé du traumatisme qu'il a vécu, plus
une séance avec la classe tout entière pour développer le thème du respect. Le respect, c'est le mot À la mode. C'est le mot à la mode, sur le respect, oui. Oui, en tant qu'adulte, je risque d'être un facteur de traumatisme pour l'enfant. Et cette dictature du soft, c'est ce que j'appelle la dictature du soft, elle est vraiment née de la psychose et des psys tels que Bettelheim et Françoise Dolto, que l'on ne va certainement pas accuser d'être des imbéciles. Hein. Je pense que s'ils voyaient ce qui se passe aujourd'hui en éducation, ils seraient bien étonnés. Mais Bettelheim et Dolto ont eu le mérite d'instaurer dans le rapport entre le thérapeute et le patient une bienveillance qui faisait singulièrement défaut jusqu'à dans les années 50. C'est scandaleux la façon dont les malades étaient traités dans certains hôpitaux jusque dans les années 50. Et c'est grâce à eux qu'on a commencé à modifier l'attitude vis-à-vis du malade. Seulement, moi je travaille dans les milieux psychiatriques, dans des foyers où on reçoit des cas psychiatriques, ou vivent des cas psychiatriques. Et je suis consterné de voir qu'en fait, on est toujours sur le même modèle. Le fou va être traité comme un fou, mais dans une extrême complaisance. C'est-à-dire que avant, le fou n'avait aucun droit parce qu'il était malade, et aujourd'hui, il a tous les droits parce qu'il l'est. Et aucune exigence ne va être portée sur lui. J'ai assisté, mais il y a 4 jours en arrière, j'étais durant une supervision, on était dans le bureau des éducateurs en train de faire ce travail de supervision, est entré un pensionnaire de la maison et de façon parfaitement inadmissible. Je n'ai pas vu. Alors il paraît qu'il est borderline. Borderline, ça veut dire personne ne sait. Mais enfin, c'est un mot qu'on utilise à tout bout de champ. Un peu comme respect. Voilà, un peu comme respect. Voilà, il y en a. Il est rentré de façon parfaitement scandaleuse. Il a exigé qu'on lui donne le téléphone parce qu'il devait appeler ses parents et il est sorti sans dire merci. Aucune réaction des éducateurs. Une saine réaction où simplement on va dire peut-être tu peux nous parler autrement, tu peux dire merci quand tu reçois le téléphone. L'éducatif a été supplanté par le thérapeutique. Aujourd'hui, on fait du thérapeutique là où on devrait faire de l'éducatif. Et là, les exemples, mais j'en compte des centaines. J'ai dernièrement été dans une institution où un jeune homme est arrivé complètement sous un soir. Réunion du réseau en urgence, parce que c'est toujours tout en urgence. Réunion du réseau. Qu'est-ce qui va être décidé? On va décider que le jeune homme en question va devoir aller suivre une thérapie chez une spécialiste des addictions. Il en a déjà 4 de thérapies. Il voit un psychiatre, il voit une spécialiste de l'estime de soi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il suit une thérapie par le cheval. Et en plus, maintenant, on va lui mettre encore une thérapie par l'addiction. C'est-à-dire qu'on fait du psy là où on devrait faire de l'éducatif. L'estime de soi, ça s'obtient par des victoires sur soi-même, surtout là. Et ce qui est bon, les victoires sur soi-même, on les obtient à partir du transfert que l'on fait sur une personne adulte, plutôt de son sexe. Malheureusement, on n'a plus le droit d'être cette figure sur laquelle un garçon peut faire un transfert qui lui permettrait de se dépasser. C'est l'exemple que je voulais vous citer. C'est dans une institution, c'est beaucoup plus fréquent qu'on s'imagine, c'est une institution pour jeunes mères en difficulté. On reçoit ces filles avec leurs enfants. Il n'est pas rare que dans les institutions, les pensionnaires souffrent d'énurésie. Souffrent d'énurésie. On ne dit pas faire pipi au lit, on dit énurésie. Ça enlève l'odeur et puis ça donne l'impression qu'on a dépassé le problème du moment qu'on élabore un concept autour du pipi au lit.
Et je suggère à l'équipe éducative, je dis, mais vous avez une veilleuse de nuit, là, qui est là toute la nuit. Oui, on a une veilleuse de nuit. Je dis, mais alors pourquoi est-ce que vous ne réveillez pas ces femmes qui font pipi au lit pour les inviter à aller aux toilettes? C'est une violence faite à ces personnes. Les laisser baigner dans leur pipi, ça va. Mais l'idée de réveiller quelqu'un pour aller lui faire pipi, pour qu'il évite de se pisser dessus, ça, c'est une violence. J'ai vu la même chose. Vous savez ce que ça veut l'onchoprésie? Moi, je le savais pas. L'onchoprésie, c'est le caca aux culottes. J'ai travaillé dans une institution où ça puait la merde dans tous les étages parce qu'il y avait un jeune onchoprésique. J'ai dit, mais il faut le mettre aux toilettes. Hein, il faut le mettre aux toilettes. Oh, on ne peut pas faire ça, tu comprends, sinon il passerait toute sa journée aux toilettes pendant que les autres peuvent aller jouer. Je dis, oui, mais il joue comment avec ça, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais on ne peut pas faire ça. Impossible d'inviter l'éducant à avoir ce genre d'attitude avec l'éduqué. Seul l'éducant peut se remettre en question dans sa posture. Il y a un autre borderline que j'ai vu dans une autre institution qui avait tabassé une éducatrice. Il avait tabassé une éducatrice, discussion autour de ce problème-là, à aucun moment n'a été prise une sanction contre ce jeune homme qui avait tabassé une éducatrice. Par contre, l'éducatrice, elle avait deux graves défauts. Un, elle n'avait pas fini sa formation, elle n'avait pas encore son diplôme. Et deux, c'était une très jolie fille. Ce qui, dans l'institution où elle travaillait, se traduisait par, non pas être jolie, non pas plaire, mais avoir un problème de séduction. Et on a tourné autour du problème de séduction qu'avait cette éducatrice avec ce jeune homme. À mon avis, non. La seule mesure qui aura été prise, c'est d'augmenter la médication de ce jeune homme. Aucune autre mesure n'aura été prise. Je suis intervenu dans une institution dernièrement. C'est une institution qui travaille avec des prédélinquants, des délinquants mineurs. Les délinquants, ça vole pas très haut. Hein. C'est pas vraiment une population très intéressante, contrairement à ce que nous apprend la mythologie de notre époque. Hein. Alors, ces mineurs, ils s'étaient mis dans la tête de vouloir imiter leur modèle de Sing Sing et d'Alcatraz. Ils avaient fait une rébellion où ils se relayaient jour et nuit pour faire un tapage qui devait épuiser les éducateurs. Les éducateurs ont été complètement épuisés. Ils ont passé 3 jours et 3 nuits à vivre dans ce tapage. Quelle mesure a été prise? Vous ne me croirez pas. A été convoquée la Commission fédérale des tortures pour venir s'assurer que les éducateurs n'avaient pas eu recours à de la violence. Il y a une structure en France qui remporte actuellement un grand succès. Cette structure, vous en avez peut-être pas entendu parler, elle s'appelle Pâte au beurre. Pâte au beurre. On aime un petit peu les noms débiles maintenant pour ce genre de structure. Il y a une structure près de chez moi. C'est des cours de cuisine? Alors, justement, ça veut dire on va bouffer une assiette de pâte au beurre puis on va être guéri. À quoi est destinée cette structure? Elle est destinée à recevoir des familles qui rencontrent de grosses difficultés avec leurs enfants. Et le reportage, j'ai vu ça à la télévision, c'était un envoyé spécial, je crois. Le reportage nous représente le cas d'une famille dans laquelle évolue un petit garçon de 11 ans qui est absolument intenable. Si on cherche à savoir ce que font les thérapeutes, que des femmes, hein, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait aussi un peu voir du côté de la parité sur ce plan. Mais d'ailleurs, je me permets, comment vous expliquez cette non-parité chez les thérapeutes? Ben, je pense que c'est une question de choix. Je pense que les femmes sont plus intéressées. Les femmes sont plus intéressées par cette profession-là
peut-être je reviendrai sur cette question-là après, pour finir avec pâte au beurre. On interroge les psychanalystes qui s'occupent de cette structure-là, et elles nous disent, oui, on apprend aux parents à se déculpabiliser, on leur apprend aussi que d'être parent, ça n'est pas seulement du bonheur, c'est aussi des responsabilités. Que nenni, c'est pas ça qu'ils font. Et je suis quand même inquiet de voir qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font dans cette structure? Ils ne font que de rendre aux parents l'autorité que nous, les psys de notre génération, en leur avons enlevé, en les suspectant toujours d'être violents. Mais attendez, c'est pas fini, l'histoire ne s'arrête pas là. À un certain moment, on voit l'équipe de thérapeutes qui reçoit du courrier des parents, dans lequel il y a notamment une mère qui écrit à cette structure pour leur dire qu'elle est complètement épuisée par son gamin, qu'elle n'en peut plus, etc. Réaction de la thérapeute, il y a là ce qu'on appelle un double bind en psychologie. Ah, elle est épuisée, attention, la maltraitance, on l'entend dire dans le reportage. Ayez de l'autorité, mais n'en ayez pas. C'est exactement ce que disent les psys aujourd'hui aux parents et aux éducateurs. Ayez de l'autorité, n'en ayez pas. Moi, je dis qu'un adulte qui perd patience devant un enfant, c'est peut-être un adulte qui va commencer à faire juste. C'est peut-être un adulte qui va être connecté avec des émotions qui vont lui permettre de retrouver une certaine efficacité éducative. Mais même un génie de l'éducation comme Philippe Mérieux, qui est intervenu dans un débat auquel j'ai participé, disait « Oui, l'éducation, c'est une question de juste discours. Il y aurait des techniques, il y aurait des méthodes, il y aurait des moyens de ne pas entrer dans le rapport de force avec l'enfant pour le convaincre de fermer son ordinateur, par exemple. Il y aurait des justes méthodes. Et aujourd'hui, les parents qui quand elles sont dans des difficultés avec leurs enfants, la question qu'ils vont se poser, c'est pas est-ce qu'il va arrêter de me casser les pieds, mais qu'est-ce que je fais de faux? Et en quoi le psychologue pourrait mettre précieux dans cette situation-là? Il y a continuellement ce double message, ce double bind dans l'éducation aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles, et c'est là, alors là, jusqu'ici, je crois qu'un psy pourrait plus ou moins être d'accord avec ce que j'ai dit là, mais là où on commence à déraper dans un terrain plus dangereux, c'est lorsque j'ai dit dans un débat en présence d'une féministe de pointe en Suisse, j'ai dit qu'à mon avis, le grand changement ces dernières décennies dans l'éducation, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le père qui dicte sa loi, mais c'est la mère qui dit au père comment il doit se conduire avec son gamin. Et là, vous êtes pris un lancer de tomates. Oh, Seigneur! Sans doute que M. Valderio regrette que la voix féminine se fasse entendre dans ce monde. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais cette voix féminine, arrêtons de l'idéaliser et de la voir comme la voix du nouveau Messie. Elle a aussi sa part d'ombre. Elle a la mère, au nom du fait que la première femme de notre vie, c'est la mère dans laquelle nous avons été si heureux dans cette béatitude inconsciente en tétant le sein. La mère a aussi son ombre de destruction. L'amour maternel est aussi quelque chose qui pousse à la destruction. Comment? La mère n'envisage pas qu'en dehors de son champ d'action, de son amour,
il puisse y avoir un quelconque salut pour son enfant. La mère voit toujours, je ne vous parle pas de votre mère ou de la mienne, je dis qu'aujourd'hui c'est le discours de la mère, le discours inconscient de la mère sur l'éducation qui fait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Quand on parle de féminisation de la société, à mon avis, ce n'est pas tellement dans l'entreprise ou dans la politique qu'il faut aller chercher, c'est dans l'éducation. Vous savez, dans l'entreprise, c'est la loi du marché qui décide comment on va devoir se conduire. Et dans la politique, c'est les règles, c'est les jeux de pouvoir, avec peut-être un petit désavantage pour les femmes dans la mesure où elles sont moins intéressées par le pouvoir. Mais arrêtons de dire que c'est une société machiste qui ferme les portes des femmes. Imaginez-vous un parti qui dirait aujourd'hui, notre parti est interdit aux femmes. Vous imaginerez le nombre de voix qu'obtiendrait ce parti. On n'en parlerait même pas. Par contre, en éducation, il y a sérieusement une voix féminine, la voix de la mère, le discours sur l'éducation de la mère, inconscient, implicite, qui fait pas mal de dégâts. J'aimerais juste, pour que vous compreniez quel est ce discours de la mère, vous parler d'une situation que j'ai rencontrée il y a bien des années en arrière. C'était une mère qui avait perdu son gamin de ce que l'on appelle la mort blanche. Il était mort subitement. Cette mère ne pouvait pas envisager qu'elle n'y était pas pour quelque chose. Elle se culpabilisait et elle se cherchait des noises en disant « mais je l'ai fait dormir sur le ventre, alors j'aurais dû le faire dormir sur le dos, j'aurais dû aller le voir pendant qu'il dormait, etc. » C'est-à-dire qu'elle n'envisageait pas qu'une mère avait le pouvoir de vie et de mort sur son enfant. Et que même parfois elle peut souhaiter la mort de son enfant plutôt que de le souhaiter, de le voir aller vivre dans ce méchant monde qui ne va pas être capable de lui apporter ce qu'elle peut lui apporter. Et cette vision de l'éducation est aujourd'hui extrêmement prégnante. Il y a une loi en Suisse qui a été votée il y a 2 ou 3 ans en arrière, c'est insensé. C'est insensé. Cette loi, tenez-vous bien, elle dit qu'il ne va plus être permis à une institution éducative d'engager des pédophiles. Alors on voit très bien le pédophile arriver dans une institution éducative. Voilà, j'aimerais travailler chez vous, c'est une crèche, moi j'aime beaucoup les enfants. Hein? Bien, monsieur, volontiers, alors vous nous montrez notre casier. J'ai dit, votre casier. J'ai dit, ah, vous êtes pédophile ouais, alors peut-être qu'on va vous engager, mais enfin, vous faites une thérapie. Mais enfin, c'est insensé. Il y a eu un vote en Suisse et il y a une loi qui interdit aux pédophiles d'exercer dans le milieu éducatif. C'est-à-dire que le risque zéro devrait être de mise dès qu'il s'agit d'un enfant. Il ne s'agit pas de mettre à l'enfant à l'épreuve de la vie. Tout ce qui pourrait être une épreuve qui lui apprend la vie devient maintenant un traumatisme qui lui apprend qu'il est malade. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais je ne sais pas, si vous connaissez la notion d'archétype chez Jung, mais quand je parle de la mère, je parle aussi bien de la mère de l'enfant que de la mère qui plane aujourd'hui sur l'éducation et qui s'en prend aussi bien aux mères qu'aux pères. D'ailleurs, cette figure de légende que l'on appelle aujourd'hui le nouveau père n'est qu'une pâle imitation de la mère. Et c'est la dictature du soft, c'est quelque chose qui est défendu aussi bien par les hommes que par les femmes. J'ai entendu l'autre jour un spécialiste de l'anorexie, un psychiatre, dire, en parlant des anorexiques, j'ai rencontré bon nombre de ces jeunes filles qui avaient le droit à toute la nourriture qu'elles voulaient, mais jamais un câlin,
hein, il existe aujourd'hui une thérapie qui s'appelle la calinothérapie, remboursée par les caisses Mais maladie. vous le faites ça, vous faites des câlins à vos patients dans votre Non, cabinet? mes patients pas. Mais arrêtons de croire que tout ce qui fait du bien est thérapeutique. Mais l'accolade thérapeutique, les cabinets de massage thérapeutique, c'est vraiment maintenant en recrudescence et on les retrouve partout. Il y a même une thérapie par la lolette. Je connais un gars de 45 ans qui a été se carrer une lolette dans la bouche sous l'égide d'une thérapeute Le de monde. dictionnaire franco-suisse est perdu, là. La lolette. C'est la sucette du bébé. Ah. Donc une tétine. Voilà. Une tétine. La sucette du bébé. Hein? Thérapie par la lolette. Le gars, il a été se carrer une lolette dans la bouche. La posture du psychiatre, la spécialiste de l'anorexie, qui dit ces pauvres anorexiques, elles ont manqué de câlins. J'ai entendu une autre interprétation de l'anorexie qui était donnée par une grande spécialiste de l'anorexie qui disait il est quand même scandaleux que sur les podiums de mode, les femmes doivent être graciles et éthérées et que les hommes ont le droit de rouler les mécaniques. Ça, c'est le genre d'interprétation avec lesquelles vous ne vous ferez pas beaucoup d'ennemis aujourd'hui, vous voyez. Le machisme ambiant de notre culture qui contre ces... Mais ça, c'est le genre aussi, la calinothérapie, c'est le genre de posture, le genre d'interprétation qui donne lieu à des postures pour le moins bizarres, telles que je l'ai vu dans une institution, où les éducatrices prenaient à tour de rôle un enfant qui refusait de finir son assiette, et sur les genoux, pensant qu'en lui apportant du réconfort, il allait finir son assiette. C'est-à-dire que moins il mangeait, plus il avait le droit à des câlins. Les câlins, c'est pas très calorique. Alors un jour m'écrit une anorexique, qui comme souvent c'est le cas chez les anorexiques, dans un français impeccable et qui connaît beaucoup plus que moi sur la psychologie des profondeurs. Elle m'écrit qu'elle a tout tenté dans son parcours d'anorexique diplômée et qu'elle ne sait plus que faire. Et elle me pose la question, mais que dois-je faire? Et je réfléchis, je vois qu'elle a été dans des grandes structures spécialisées dans le domaine. Je dis, je ne vais pas pouvoir l'aider, c'est dont j'ai d'ailleurs jamais douté. J'ai un blog, je ne pense pas que je vais beaucoup aider les gens à travers mon blog. Et après les réflexions, je me dis, attends, là je vais faire un petit pataquès. Vous l'avez invité à manger? Non, j'ai répondu, mange, sale gamine. Il ne s'agit pas pour moi de répondre ça à cette gamine. Ça n'est pas un conseil non plus que je donne aux parents. C'est simplement que je voulais montrer à quel point ce genre de réponse est devenu totalement interdite aujourd'hui. Eh bien, je peux vous garantir que la mission était réussie. J'ai eu affaire à des corps, des légions de psyrosés qui m'ont pris de front et qui ont réussi à censurer mon blog. Ça, c'est le genre de réactions qui ne peuvent que vous attirer des ennuis. Autres ennuis que j'ai eus, c'est lorsque j'ai dit qu'à mon avis, le tantamème, donc la tentative de suicide, ça n'était pas seulement un appel au secours. Vous savez, j'évite l'unilatéralité. Croyez-moi, les choses en psychologie ne sont pas comme ça ou autrement, elles sont les deux à la fois. Ne croyez pas que je suis un unilatéral. Je ne suis pas pour un retour des vieilles valeurs. Je suis toujours en train d'essayer de mettre en évidence le danger que peuvent représenter, notamment en éducation, les nouvelles valeurs qui ont été mises en place et combien elles peuvent se montrer pathogènes. Dans le cas du tantamème, j'ai émis l'hypothèse que peut-être, lorsqu'un jeune faisait un tantamème, on pouvait éventuellement, si ce n'est le punir, du moins... Qu'est-ce qu'un tantamème? Une tentative de suicide. Ah, autant pour moi.
interprété par les psys comme un appel au secours. Je veux bien, mais on peut aussi évaluer le tantamème comme un odieux chantage. Il y a aussi du chantage dans le tantamème. Il y a aussi mettre dans l'embarras tout le monde autour de soi. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction à ce qu'un enfant qui a mis toute sa famille dans l'embarras et dans l'inquiétude suite à un tantamème qu'il leur fait, je pense qu'il n'y a pas de contradiction à ce qu'ils prennent conscience de cette position difficile dans laquelle il a mis tout le monde, voire même qu'il présente des excuses. Mais là aussi, j'en ai entendu, on m'a dit ces questions-là doivent être traitées avec la plus grande délicatesse. Avec la plus grande délicatesse, sans que personne ne sache vraiment ce que ça veut dire, la délicatesse. Alors je suppose que ça veut dire, avoir de la délicatesse, ça veut dire avoir de la psychologie. Ça non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, tout le monde semble savoir ce que ça veut dire, manquer de psychologie. Parce qu'alors, qu'est-ce que l'on m'a dit ? Comment est-ce qu'un psychologue peut manquer à ce point de psychologie ? Avec cette intervention que vous avez faite face à cette fille anorexique, est-ce que ça s'est reflété, je ne sais pas, par exemple dans votre patientèle, il y a des gens, ils ont refusé de venir voir Alain Bertériaud ou qui sont même, peut-être l'inverse, venus vous voir grâce à ça ? Alors, oui, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux, je veux dire. Mon discours, il est pas totalement lettre morte. Seulement, vous le savez, c'est toujours les lobbies de Psyrosé ou autres, ils sont beaucoup plus actifs dans la défense de leurs idées que ceux qui sont d'accord avec vous, qui seraient plus dilués dans l'inconscient collectif. Mais beaucoup de gens commencent... Oui, ça, par chez nous, on appelle ça la minorité opprimée versus la majorité agissante, voilà. Vice versa, mais bon, il faut un petit peu de background sur ces sujets-là. Tout à fait. Donc, c'était clair qu'avec ce genre de réponse non psychologiquement correcte, c'est clair que j'allais m'attirer quelques ennuis. Mais là où j'ai eu les réactions les plus fortes, c'est lorsque je m'en suis pris à ce que l'on appelle aujourd'hui le nouveau père. En émettant certaines réserves sur cette proximité que l'on veut absolument que le père ait avec son enfant. Aujourd'hui, on veut que le père se mette dans la parfaite horizontalité avec son enfant. Et cela s'est reflété juste dans le livre d'un certain pédopsychiatre qui s'était mis en photo sur la couverture de son livre où on le voit à quatre pattes en train d'écarter les bras à un enfant qui vient vers lui dans un pathos que l'on adore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on demande au père, c'est d'être chou. On veut qu'il soit chou. Sur cette notion de « ayez de l'autorité, mais n'en ayez pas », j'ai l'impression, monsieur, que vous faites une erreur qui est aujourd'hui assez destructrice dans l'éducation, c'est que vous êtes partisan d'une autorité naturelle que l'adulte devrait avoir avec l'enfant. Je ne sais pas si ça existe, l'autorité naturelle, j'ai en tout cas rencontré très peu de gens qui l'avaient. L'autorité, ça n'est pas quelque chose de naturel. On est désigné pour être une autorité par le collectif qui nous environne, ou par l'institution dans laquelle on travaille. La question qui m'est continuellement posée dans les milieux institutionnels où je travaille est toujours la même. C'est une question qui est en rapport avec le cadre. On n'arrive pas à mettre le cadre. Et une des réponses que je donne à mon point de vue, et qui est mon point de vue, c'est qu'il n'y a plus cette figure-là, qui est la figure d'autorité qui met le cadre, elle n'existe plus. Quand j'étais gamin, j'ai grandi dans un petit bled en Suisse, il y avait à l'école primaire où j'ai fait mes classes, il y avait Totor. Si vous parlez de Totor
aux gens de ma génération qui ont fréquenté cette école, tout le monde va savoir de qui il s'agit. Totor, c'est celui qui nous faisait trembler des pieds à la tête dès lors qu'il traversait les couloirs. Et quand on passait entre les mains de Totor, on savait de quoi il en retournait. Je ne dis pas que je ne regrette pas, que je regrette que Totor n'existe plus. Je dis une chose, Totor n'est pas pour moi une figure de traumatisme, c'est une figure de légende. Alors c'est la psychose, c'est l'idée que l'on va pouvoir éduquer les enfants avec des méthodes, des moyens, qu'il existe des techniques qui vont nous permettre de suppléer, qui vont suppléer l'autorité. Qu'est-ce que c'est pour vous, Alain Walter? L'autorité, c'est ce que je viens de désigner. L'autorité, là où monsieur et moi nous ne sommes pas d'accord, c'est que l'autorité, c'est pas quelque chose que l'adulte prend, c'est quelque chose qu'on lui donne. Et je crains aujourd'hui que la façon dont on parle du père, et notamment certaines épouses, lui enlève sa position d'autorité. On n'est pas une autorité naturellement. Je vois bien dans les milieux éducatifs, on est toujours en train de rechercher cette figure qui aurait une autorité naturelle. Je vous dis, moi je n'ai jamais rencontré de personne qui avait cette autorité naturelle. Totor, il était haut comme ça, hein? Donc, il n'avait rien de position d'autorité. On n'est pas une autorité naturellement. Je vois bien dans les milieux éducatifs, on est toujours en train de rechercher cette figure qui aurait une autorité naturelle. Je vous dis, moi, je n'ai jamais rencontré de personne qui avait cette autorité naturelle. Totor, il était haut comme ça, hein? Donc, il n'avait rien pour être une autorité, je veux dire, mais il avait été désigné pour ça. Et cette figure-là, aujourd'hui, n'a le droit d'exister que dans Harry Potter. Elle n'a plus le droit d'exister. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai pas d'avis. Moi, je ne suis pas pédagogue. Je suis psychanalyste. Et j'essaye de mettre en exergue les interdits qui empêchent les gens d'avoir de l'autorité. Un cas, quelque chose que je vois très souvent, c'est, tu sais, maintenant, vous savez, maintenant on exhorte le père à jouer avec son enfant. Alors là aussi, il y a des ombres de psychosé. Quand l'enfant joue avec son père, on est au moins sûr qu'il va prendre moins de risques que s'il va jouer avec les copains du préau. Le père aura forcément beaucoup plus de précautions avec son enfant que ses pères PAIRS du préau. Puis deuxièmement, il faut aussi dire ce qui est, quand le père est avec son enfant, il n'est pas avec sa maîtresse et puis il n'est pas au bistrot avec ses copains. Il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est vrai que, par exemple, je me souviens d'un homme qui était arrivé chez moi, mais fou de rage, parce qu'il jouait avec son gamin, le temps est monté, hein, forcément, le temps est monté, le père, c'est pas un copain de jeu, ça n'interdit pas de jouer avec son enfant, mais le rôle du père, c'est d'arracher le gamin des bras de sa mère pour qu'il aille jouer avec les autres gamins. C'est pas de jouer avec lui, c'est pas un copain de jeu, comme on a tendance à vouloir le dire. On veut ligoter le père à son gamin, en plus, être ce père-là que moi j'ai été, hein, c'est foncièrement emmerdant. Hein. Alors, c'est foncièrement emmerdant. J'entends, t'es là avec ton gamin, tu t'emmerdes, tu ne sais pas ce que ça fait. J'entends, il n'y a rien de motivant à être ce père-là. Par contre, à être un père qui voit qu'il est reconnu dans son autorité, hein, et d'avoir cette efficacité où tu vois ton gamin qui progresse parce que tu sais lui montrer que tu attends de lui des choses qui sont claires, ça c'est bien. Je cite dans mon livre l'exemple d'un gars qui est arrivé chez moi à 28 ans en me disant « Tous mes problèmes avec les femmes viennent de ce que mon père m'a flanqué une raclée quand j'avais 15 ans. » 15 ans, en Suisse, c'est l'âge où vous allez être orienté vers un cursus étudiant ou un cursus d'apprentissage. Et
le père lui a flanqué une raclée parce que le gamin, je suis pas en train de vouloir rétablir la raclée, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais il lui a flanqué, je suis en train de, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas toujours aussi grave qu'on veut bien le dire. Il lui a flanqué une raclée, et je demande à l'homme, mais vous avez fait des études? Il me dit, ouais, je suis astrophysicien. Je dis, bah alors la raclée de votre père, ça a été efficace. Je veux dire, ce père-là, il avait frappé son gamin dans un sentiment d'urgence par rapport à un choix de vie où il lui paraissait peut-être une bonne chose que ce gamin donne un coup de collier pour être orienté dans la carrière estudiantine. Cette brutalité qui existe notamment dans les rites de passage, on peut en reparler tout à l'heure, cette brutalité éducative qu'on le retrouve dans les rites de passage, si vous voulez, c'est un petit peu la tape dans le dos du coach à son athlète. Allez, vas-y. C'était un petit peu quelque chose de... Seulement, la mère du jeune homme, de ce jeune homme, avait réussi à le convaincre que c'était là une posture inadmissible et qu'il s'en retrouvait forcément traumatisé. Je constate, à partir de ce que j'ai observé chez les adolescents, j'ai notamment conduit une étude sur les rêves. En tant que jungien, on travaille beaucoup sur le rêve. Une étude dans une vallée de montagne de la région où j'habite, avec des enfants en âge de prépuberté, 12 ans, 6e primaire. Et on leur a demandé de nous raconter 2 rêves. Tous ont eu envie de raconter en premier lieu un cauchemar dans lequel presque toujours venait un homme en noir les menacer. Hein? Je pense que plusieurs d'entre vous auront fait ce cauchemar dans leur prépuberté, voire même maintenant, aujourd'hui. En fait, ce cauchemar, c'est un très bon cauchemar. Pourquoi? On ne grandit pas parce qu'on veut bien, on grandit par la nécessité. C'est une nécessité, c'est l'adulte qui vient nous chercher envers et contre tout. C'est le thème du petit chaperon rouge. Hein. C'est-à-dire, le loup, de ce point de vue, n'est plus seulement une fatalité ou un coup de malchance, il est une nécessité. C'est un thème que l'on retrouve aussi dans le mythe de Perséphone. Vous savez, lorsque Hadès vient la chercher et l'arrache des bras de sa mère. Et c'est ça qu'essayent de représenter les primitifs à travers cette cérémonie que l'on appelle les rites de passage. Vous avez sûrement entendu parler de ça, je vous recommande de lire les travaux de Arnold van Gennep, qui est un ethnologue français, qui a mis en évidence que les rites de passage se déroulaient toujours en 3 phases. Dans la première phase du rite, l'enfant va être arraché des bras de sa mère, quelquefois sous forme très mise en scène, comme ça, et la mère va s'adonner à des pleurs rituels. Et dans la deuxième phase, il va être amené à l'écart de la société. Et c'est là qu'il va être soumis à des épreuves assez dures. Comme par exemple, je crois que c'est chez les Dogons, les pères vont passer le jeune homme à tabac, où on peut l'enterrer jusqu'au cou. On peut, en Océanie par exemple, ils exhortent l'enfant à aller taquiner un nid de guêpe pour qu'il se fasse piquer partout. Il y a dans l'idée quelque chose de grandir qui pourrait faire mal. Hein? Quand on grandit, quand on fait une prise de conscience, ça peut parfois faire mal. C'est à prendre hein, dans un sens très métaphorique. Or, la féminisation de la société, là où je la vois, c'est que l'on veut absolument mettre l'enfant à l'épreuve du grandir, si j'ose dire. Voyez, qu'il pourrait faire l'économie de certaines épreuves qui devraient lui permettre de grandir. Et c'est la raison pour laquelle est venu me voir un jour
un groupe psychopédagogique qui s'était mise dans la tête de modifier certains contes de fées pour leur enlever leur aspect effrayant, l'aspect effroi qu'il pouvait y avoir dans le conte de fées. C'est par exemple, ils s'étaient mis dans la tête que de remplacer le loup dans le conte de fées du Chaperon Rouge par une psychologue qui mettrait en garde la petite fille contre les dangers de se promener toute seule dans la forêt, vous voyez. C'est ça la féminisation de la société de mon point de vue. Maintenant que la société cherche à cacher la mère du chat, je crois que c'est un peu inhérent à toutes les sociétés, même le nouveau père. Même, il cherche à cacher que parfois il n'est pas aussi bon père qu'il veut bien le dire. Hein. Je connais des pères qui n'ont de cesse que de vous dire qu'il n'y a rien de plus important que leurs enfants, que leurs photos de leurs gamins sur eux, puis qui ne payent pas les pensions, ou qui tout simplement ne sont jamais au rendez-vous qu'ils ont avec leurs enfants. Oui, ils ne sont que dans la déclaration. Voilà, c'est ce que nous appelons la persona. C'est le père aujourd'hui se donne une image de bon père en s'occupant des enfants ou en prétendant qu'il s'occupe de son enfant. Et je connais un collègue qui a eu des pires ennuis parce qu'il s'est mis sur Facebook dans le bain avec son gamin. Et paf, des gens l'ont accusé d'être pédophile. Vous voyez, il a peut-être un peu trop voulu montrer qu'il était un bon père, et puis il s'est retrouvé avec son propre piège. Je pense que la traque aux pédophiles tels qu'on l'envisage, qu'on les voit partout, c'est aussi lié justement à cette proximité que l'on veut mettre entre le père et l'enfant. Et en même temps, on n'en veut pas de ce père. On le veut à condition qu'il soit comme la mère. Et une des réactions les plus fortes à laquelle j'ai eu le droit, c'est lorsqu'une mère m'a écrit qu'elle était complètement épuisée par ses deux enfants de 9 et 11 ans, et à aucun moment dans sa question, cette femme ne fait mention du père. Je ne sais pas si ces gamins ont un père ou pas à partir de la question qu'elle me pose. En tout cas, elle n'en parle pas. Il me semble qu'à travers ce qu'elle m'écrit, qu'elle est une mère au foyer et qu'en principe, il devrait y avoir un père. Donc je lui pose, dans ma réponse, je lui pose la question, mais quid du père là-dedans? Peut-être que vous pourriez utiliser, j'emploie ce mot, utiliser le père comme une menace, hein, pour que vos deux gamins commencent un petit peu à se tenir à corps. Mon Dieu, qu'est-ce que je n'avais pas dit, hein? Le père menace, c'est vraiment quelque chose de totalement inadmissible. Vous savez, avant d'avoir été psychanalyste, moi j'ai commencé mes études assez tard. J'ai été monteur de ligne à haute tension, j'ai travaillé sur les pylônes, puis après j'ai été routier, mais je me souviens d'un chef monteur que j'avais, chez qui j'étais allé en Italie du Nord. Il rentrait à la maison très rarement, et quand il est arrivé, il y avait ces gamins qui étaient alignés, ils disaient « Toi, t'es mal rasé, toi, il paraît que t'as pas été gentil avec maman, tu auras affaire à moi, toi, t'as des mauvaises notes, va là-bas, etc. » Ce père-là, c'est vrai qu'alors faut-il encore que ce père-là, que cette figure-là, que cette figure d'autorité existe. C'est pas moi qui vais donner la réponse, mais j'aimerais juste vous faire part d'un souvenir de mon enfance qui m'a passablement marqué. C'était ma première année d'école enfantine. On approchait de Noël. Et on nous avait dit que le dernier jour d'école avant les vacances de Noël allait venir nous voir le Père Noël. Les 2 ou 3 semaines qui ont précédé la venue du Père Noël, il n'était question dans nos discussions entre nous, les gamins, que du Père Fouettard. Nous n'avons parlé que du Père Fouettard. Avec une peur, comme on disait, dans le pipi. Hein, on a parlé d'une peur dans le pipi. Je pense que les garçons peuvent comprendre ce que cela veut dire. Quelle ne fut pas notre déception lorsque l'on vit le Père Noël arriver sans son ombrageux bras droit, le Père Fouettard. C'est comme si la fête avait été gâchée.
C'est comme si le chocolat qui nous avait été distribué avait moins bon goût. En fait, que s'est-il passé, c'est que il y avait parmi les institutrices du centre scolaire dans lequel je commençais ma scolarité, il y en avait une qui avait entamé des études dans la toute nouvelle faculté de psychologie de Genève qui venait d'ouvrir ses portes. C'était les prémices de la psyrose. Et on nous avait expliqué qu'il n'était pas utile de faire peur aux enfants inutilement. Que ça ne servait à rien. Mais il faut savoir aujourd'hui que le symptôme majeur qui affecte les adolescents, c'est ce qu'on appelle les angoisses de mort imminente et de folie imminente. Tous ceux qui ont été saisis par ce genre d'angoisse savent que quand ça vous prend, vous avez le sentiment que vous allez mourir dans les secondes qui suivent. Vous voyez ? Et la question que je me pose, c'est que de vouloir mettre l'enfant à l'abri de toutes les peurs, est-ce qu'on n'est pas en train d'installer des peurs médicalisées? Je prends le principal reproche que je fais à la psyrose, Totor, dont j'ai parlé tout à l'heure. Au moins nous permettait-il d'être des sales gamins, parce que dès qu'il avait le dos tourné, on lui faisait comme ça. Avec la psyrose, le sale gamin, le schnappant, le fripon, la canaille n'existe plus. Il n'y a plus que des cas cliniques. Et je trouve que c'est un véritable attentat contre l'âme de l'enfant. La différence entre éducatif et thérapeutique. Mais je ne vais pas vous donner un cours de psychanalyse sur ce qu'est le thérapeutique. Le thérapeutique varie d'une école à l'autre. Ce que moi je veux dire, c'est que dans l'éducatif, le modèle du couple éduquant-éduqué semble vouloir s'inspirer du modèle que le thérapeute devrait avoir avec son patient. Pourquoi ? Parce que le thérapeute est pétri d'une bienveillance que l'éducateur n'a pas. Chez le thérapeute, vous êtes toujours la bienvenue. Chez le thérapeute, on va vous ouvrir la porte. Chez le thérapeute, on va vous écouter. Alors que l'éducateur, dans la relation éducative, c'est l'éduqué qui doit écouter l'éducateur. Vous voyez ? Chez le thérapeute, vous allez prendre place dans un fauteuil qui n'est pas sans évoquer les bras de la mère. Vous voyez ? Il y a cette bienveillance-là, la bienveillance du thérapeute semble avoir contaminé l'intervention éducative qui devient une non-éducation. Si vous voulez, quand on travaille en tant que thérapeute avec une femme qui se fait battre par son mari, on va essayer de voir comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer pour ne plus se faire battre. Mais le contraire existe-t-il ? Alors le contraire existe, mais c'est un petit peu différent. Je pense qu'il n'y a pas moins d'hommes qui sont maltraités par leur épouse que d'épouses qui sont maltraitées par leur homme. Ce que je constate, c'est que chez ces hommes qui sont maltraités par leur épouse, il y aurait une tendance à l'autocomplaisance et un reproche déguisé qui est fait à l'épouse de ne pas être comme la mère. Et je vois aujourd'hui énormément de femmes qui gueulent continuellement avec leur mari, comme si elles voulaient le secouer pour réveiller quelque chose d'un peu viril là derrière. Qui est éteint. Voilà, quelque chose d'éteint. Il n'y a pas longtemps est venu me voir un thérapeute tout mignon comme ça, et il m'expliquait qu'il avait rêvé qu'une figure d'homme menaçant venait essayer de s'introduire dans sa maison et qu'il était tout fier parce que dans ce rêve, il avait réussi à neutraliser cette figure d'agresseur. En fait, c'est un très mauvais rêve. Parce que ce n'est pas nous, comme je l'ai dit avant, qui grandissons, c'est quelque chose en nous qui vient nous faire mourir de notre ancien ego d'enfant pour devenir un adulte. Et c'est ce qu'essayent d'exprimer les primitifs à travers le rite de passage. Et cet homme, effectivement, il vivait entre
sa mère et son épouse, qui toutes deux évidemment se détestaient, ça va sans dire, et ils semblaient baigner dans cette ambiance hyper féminine sans qu'ils ne se sentent capables de se défendre de ça. Et en même temps, cet homme qui venait pour l'agresser, c'était peut-être un sursaut de virilité qui lui faisait singulièrement défaut, quelque chose de masculin qui allait peut-être essayer de mettre de l'ordre au milieu de ces deux femmes par lesquelles il était par l'une trop bien traité, sa mère, et par l'autre trop maltraité. Que dit un homme qui est maltraité par sa femme? Il dit en général, c'est injuste. C'est injuste. Et il est un petit peu pleurnicheur sur ce point-là. Ce qui est injuste, c'est pas qu'il soit maltraité par sa femme, c'est qu'il ne sache pas arrêter de se faire maltraiter. C'est ça qui est surtout injuste. C'est pas tellement qu'il soit maltraité par sa femme. Nous avons tous notre potentiel de maltraitance, et c'est dans le couple maintenant qu'il s'exprime le plus. Le couple qui est aujourd'hui la principale demande en analyse. Oui, je pense que ma conclusion, elle sera, si vous voulez, dans ce dont j'ai parlé au cours de cette séance, sur le regard de la mère sur son enfant et le regard du père. Aujourd'hui, il est devenu tabou d'admettre que ce regard n'est pas le même. On veut absolument que le père ait le même regard sur l'enfant que ne l'a la mère, ce qui ne sert absolument à rien à son enfant. Et je vous ai parlé de cette toute-puissance de la mère qui croit pouvoir mettre son enfant à l'abri de tout. Et je vous ai parlé de cette mère qui a perdu son enfant de mort blanche et qui s'en culpabilisait atrocement. Il y a eu dernièrement en Suisse une mère qui n'a pas vu que son enfant était en train de se noyer. Elle a été condamnée pour négligence. Elle n'a pas été assez attentive, elle n'a pas suffisamment protégé son enfant du danger qu'il se noie. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'une mère qui venait chez moi, qui avait 70 ans et qui me faisait froid dans le dos dans la façon dont elle parlait de son fils de 30 ans. Elle disait « Il est trop fragile pour ce monde, c'est insensible. Il ne va pas supporter. » Je lui disais, mais arrêtez de parler comme ça de votre gamin, pour l'amour de Dieu. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté le jour le vendredi des morts, là, le vendredi, l'homme s'est descendu. Il s'est suicidé. Elle l'a poussé au suicide à partir du discours, du regard qu'elle portait sur lui. Et ça, c'est ce qui provoque la recrudescence du suicide. Maintenant, le regard du père. Le regard du père, j'adore le métaphoriser à partir d'une histoire que Stéphane et moi nous aimons beaucoup. C'est une histoire juive. C'est une histoire juive qui est géniale. C'est pas une histoire antisémite, c'est une histoire juive racontée pour les juifs. C'est l'histoire du père qui invite son enfant à lui sauter dans les bras. Il dit « Saute, je vais te rattraper ». Le gamin saute et il le rattrape. Il dit maintenant plus haut. Saute. Et il le rattrape. Il y a encore plus haut. Le gamin saute et le père se tire côté. L'enfant s'écrase par terre. Et il dit, mon fils, ne fais confiance à personne, surtout pas à un juif. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire ? Cette histoire est exemplaire. Elle veut dire exactement, elle est exactement dans le message que se transmettent les pères, paix en que ça grave, quand ils soumettent l'enfant aux brutalités du rite de passage. Nous te faisons confiance, on ne te brutalise pas parce qu'on veut t'endurcir ou parce qu'on veut te faire du mal. On te brutalise pour te montrer que tu es suffisamment fort pour supporter les brutalités de la vie.
Vous comprenez? Et dommage que cet aspect de l'éducation n'existe plus. Il ne s'agit pas de rétablir les rites de passage. Ça n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant peut supporter beaucoup plus que ce que la mentalité collective, pétrie du regard maternel que la mère pose sur l'enfant, peut supporter beaucoup plus que ce que l'on s'imagine. C'est ça que je veux dire. Je finis avec l'exemple que j'ai eu, je prends tous des exemples récents parce que ça... Dernièrement, une mère m'a parlé de la peur que son enfant soit très traumatisé parce qu'elle a eu un enfant d'un premier mariage et elle a eu un enfant d'un deuxième mariage. Et elle veut se marier avec le père de l'enfant. Elle a eu un enfant avec un deuxième homme, mais elle veut se marier avec cette deuxième homme. Tant et si bien que le premier de ses enfants ne va pas porter le même nom que le reste de la famille. Vous voyez où on va chercher ce qui lui pose la plus vive inquiétude. Va-t-il le supporter? Bien sûr qu'il va le supporter. Seulement, où est le danger? C'est que ce gamin, lorsqu'il va arriver à l'adolescence, avec toutes les âneries qu'on leur apprend à l'école sur le respect et la bienveillance, il va peut-être s'imaginer, il va peut-être arriver à l'adolescence en se disant « mais c'est injuste, je ne porte pas le même nom que le reste de la famille ». Non seulement il va le penser, mais il va probablement jouer avec ça. Et c'est là qu'il faudra être très ferme et lui dire qu'en aucun cas, on fait une différence. Parce qu'en disant à l'enfant qui vient dire à ses parents « je ne porte pas le même nom que vous », il insinue en même temps qu'il y a une différence de traitement de la part de ses parents sur lui, ce qui n'est pas le cas. Que moi aussi j'ai eu une chronique chez une ménagère, pareil que toi Alain. La mienne s'appelait Brigitte Lahaye, elle était ex-actrice porno et elle tient depuis 10 ans sur la première radio de talk show, une émission sur la sexualité qui n'a plus de sexualité finalement que le nom. Et ma chronique s'est curieusement arrêtée un petit peu pour les mêmes raisons que toi, quand mes propos sont entrés en porte-à-faux avec quelques valeurs un petit peu féministes. Car une des premières contradictions du féminisme, c'est les féministes sont toujours les meilleurs amis du porno et vice-versa, alors que le porno est le plus gros antagonisme du féminisme. C'est-à-dire que le porno féministe n'existe pas. Il y a eu un aveu d'impuissance, comme on en a parlé dans le dernier podcast avec Léo, YouTube/podcast, machin truc. Le porno féministe a été une tentative pieuse d'inculquer dans des scénarios érotiques des valeurs de douceur, partage, etc. Et ce qu'on a vu dans les statistiques des clics, c'est qu'en fait les femmes ne regardent pas ça. Les femmes regardent un Italien qui les attache au mur et qui leur met des claques. Voilà, ça c'est la réalité. Il y a l'acteur porno préféré des femmes est un latin qui surjoue la caricature de l'italien viril et qui se comporte comme un goujat et comme un salaud. Donc c'est très drôle, c'est une première petite réflexion distillée au passage, que l'on trouve les plus grandes amies du porno dans le féminisme et vice-versa, alors qu'il y a une contradiction de fait qu'elles ont un petit peu de mal à identifier avec leur logiciel bloc à certains moments. On a parlé également des rites de passage. On parle beaucoup de la perte des rites de passage chez l'homme et on parle beaucoup moins de l'absence de rites de passage chez la femme. Or, il y a un rite de passage qui est clé chez la femme et qui explique la désunion de beaucoup de couples, c'est que beaucoup d'hommes pensent épouser une femme alors qu'ils épousent un enfant. Beaucoup d'hommes pensent avoir choisi une femme-femme alors qu'en fait ils ont une femme-enfant. Et la différence entre la femme-enfant et la femme-femme, comme je l'explique dans de nombreux phone coaching sur Skype ou autres, et également en séminaire, c'est l'attribution des responsabilités et la compréhension de la frontière entre le possible et l'impossible, entre le soi et le non-soi. C'est pour ça qu'on trouve dans les phénomènes de groupie, c'est-à-dire dans les phénomènes de boys band, de starisation, comme l'a très justement montré notre éminent sociologue juif préféré Edgar Morin, que quasiment toutes les groupies sont des femmes-enfants, car la femme-enfant présente l'inconvénient
de ne pas sentir où se trouve la frontière entre le réel et l'irréel. 2, de ne jamais supporter l'argumentation et de confondre toute discussion sérieuse avec une remontrance et une semonce parentale. Donc s'il y a des hommes qui sont mariés avec une femme enfant, est-ce que ça leur dit quelque chose quand, dès qu'ils ont une conversation sérieuse, ils entendent en retour quelque chose comme on ne peut pas tout régler avec la logique, prends pas ce ton-là, ne parle pas sur tu as ton ton pédant, tu as ton ton professoral. Ça, c'est une femme enfant qui vous répond là. Donc on parle beaucoup de l'absence et de la perte du rite de passage de l'homme-enfant vers l'homme-homme, mais il y a un rite de passage qui a disparu, dont on parle beaucoup moins, c'est celui de la femme-enfant vers la femme-femme. Pourquoi on en parle beaucoup moins? C'est parce qu'avant, la femme-femme se définissait comme femme parce qu'elle avait été prise par un homme. C'est-à-dire que c'était parce qu'une fille réussissait à trouver, dans l'impératif traditionnel, c'est parce qu'une jeune fille perdait sa virginité, et donc en général le type était quand même supposé la garder derrière, sinon ça faisait mauvais genre. Le type lui prenait entre guillemets sa virginité, gardait cette femme comme union officielle monogamique, et elle passait donc du stade de jeune fille au stade de femme. Et si cette prise, si cette union n'arrivait pas, on lui laissait quelques années de survie, et sinon elle devenait ce que vous connaissez, parce qu'on en a tous une dans la famille, une vieille fille. Tout le monde a une tante ou quelqu'un dans la famille, on dit « ah bah elle ne s'est jamais mariée, c'est une vieille fille ». Donc ce rite, femme-enfant, femme-femme, est quelque chose qui est à l'origine, qui est à la racine du mal d'énormément d'unions, d'énormément de couples, et qui est très peu identifié. Car en réalité, le combat, l'issue des combats féministes a été de faire en sorte que la femme-enfant devienne femme-femme sans intervention de l'homme. Au nom du credo qu'on n'a plus besoin de l'homme pour rien faire, ni pour gagner sa vie, ni pour subvenir à ses besoins, ni pour se reproduire, ni pour rien. Sous-entendu, ni non plus pour devenir une femme adulte. Donc du coup, on n'a plus besoin de le devenir. Donc du coup, on reste une enfant. C'est-à-dire qu'on reste une consommatrice sans conscience sociale qui va considérer toute discussion de valeur, de morale ou d'éthique comme une remontrance paternelle. Donc on reste une connasse ingérable, jouisseuse. Voilà. Ça, c'est pour le rite de passage. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a son équivalent masculin. Qui est le puer aeternus, qui est l'homme qui pense qu'il doit tout obtenir à partir du moment où il fait juste, où il obéit, il obéit mot à mot à ce qui est juste et qui respecte la morale et les règles totalement dans leur totalité, et qu'à partir du moment où il répond exactement à ce qui est juste, plus rien ne devrait lui être refusé, y compris le bonheur extatique avec une femme. Et on ne peut pas se targuer uniquement d'être un bon mari comme le font certains. J'ai reçu un blog dernièrement, je suis juste 2 secondes là, d'un type de 62 ans que j'ai trouvé sidérant. Le gars, il a 62 ans, il vient de se faire quitter par son ami, alors qu'il est marié, donc son ami c'est sa maîtresse, donc voyez le mot qu'il met là-dessus, qu'il innocente quelque chose qui n'est peut-être pas aussi innocente que ça, et qui fait un burn-out. Son psychiatre a diagnostiqué un burn-out. Du coup, il est au fond du bac, parce que son psychiatre lui a diagnostiqué un burn-out. C'est typiquement le cas de ce que nous appelons en psychologie un puer aeternus. Et ce gars-là, il est consterné parce que son ami l'a quitté pour un autre homme qui, au demeurant, n'est pas fidèle. Cette façon qu'ont aujourd'hui les hommes de mettre en avant leur fidélité conjugale comme le summum des qualités que peut avoir un homme, ça me paraît pour le moins suspect. Je ne suis pas en train de prêcher l'adultère, entendons-nous bien, mais cette espèce de vantardise de l'homme d'aujourd'hui qui dit « moi je suis un mari irréprochable et en tant que mari irréprochable je devrais avoir des retours sur investissement », c'est aujourd'hui la caractéristique majeure de l'équivalent au masculin de la femme-enfant dont tu parlais tout à l'heure.
Et moi, j'ai répondu à cet homme que je trouvais qu'il manquait un petit peu de dignité dans son chagrin d'amour, et que peut-être le meilleur moyen de se guérir d'un chagrin d'amour, c'était de faire bonne figure. Et que quand on était un homme normal, et là de nouveau, prenez avec nuance ce que je veux dire, quand on est un homme normal, puis qu'on s'est fait quitter par sa femme, ou par sa copine, ben on va profiter de toutes les occasions qu'on a ratées pendant qu'on était mariés à cause de la règle de la féminité. C'est comme ça que fait un homme normal. Disons, un homme qui n'est pas un puer d'éternus. Plutôt que de faire un burn-out, il va plutôt aller dans les avantages qu'il y a de se retrouver célibataire. Éternel retour de l'unanimisme, puisque le séminaire que j'ai donné hier sur le couple, la fidélité, la monogamie, etc., je l'ai introduit par une citation de Guitry qui disait, Sacha, le fils, je me méfie beaucoup des gens fidèles, parce que qu'est-ce qu'ils se permettent au nom de leur sacro-fidélité? Voilà. Toujours pour... Alors, en fait, je pensais avoir fini sur la femme-enfant. Une anecdote m'avait échappé, c'est l'anecdote de... Je me mets à beaucoup lire la presse féminine récemment pour rédiger des revues de presse assez caustiques. Et en parcourant je ne sais plus quoi, je lisais que notre égérie française, je ne sais pas si vous la connaissez chez vous, Emmanuelle Béard. Non, ça ne vous dit rien. C'est la fille de... Voilà, la fille de Guy, vient de devenir une femme adulte, ça y est. À 51 ans, elle a déclaré qu'elle n'était plus une femme enfant parce qu'elle a perdu son père. Voilà, c'est que l'absence de marqueurs de passage, finalement, on se raccroche à ce qu'on peut, c'est-à-dire, ça sera quand je perdrai mes parents, quoi. Si je peux juste rajouter quelque chose, il y a aussi maintenant dans l'idée que l'on est un bon psychologue que si l'on est touché par une situation. L'empathie, ça n'est pas de se mettre à la place de l'autre, c'est être touché par une situation. C'est souffrir avec celui qui souffre. Et j'ai vu bien des thérapeutes, par exemple, qui font état de la grande souffrance qu'impliquait pour eux leur travail, de voir souffrir ces gens. Donc il y a cette idée que si l'on est touché, au-delà de ce qui est nécessaire même, on est forcément un bon thérapeute. Et je me souviens de ce qu'avaient déclaré les deux psychiatres qui s'occupaient du gars qui avait arrosé sur l'île de Norvège. On les avait interviewés à la télévision, c'est qu'ils déclaraient combien ils avaient eux-mêmes été traumatisés par l'incapacité de ce gars-là, je ne me rappelle plus son nom, d'avoir des regrets et une quelconque culpabilité par rapport à ça. Combien cela les bouleversait. Moi, j'ai travaillé avec des dangereux, notamment avec un dangereux qui avait entendu une voix qui lui disait que l'homme qui était derrière lui voulait du mal. Il s'était retourné, il l'avait jeté sous un tram. Je n'ai pas l'impression d'avoir été touché au-delà de ce que je peux supporter par le sang-froid avec lequel cet homme a fait ça. Est-ce pour autant que je suis un mauvais thérapeute ou que je manque d'empathie? Je crois que la question reste ouverte et que ça mérite discussion. Oui, alors la femme s'enorgueillit de comprendre les hommes et la femme s'enorgueillit aussi de se comprendre elle-même et elle nous dit alors que c'est complètement faux. Alors j'ai connu quelques femmes qui se connaissent, mais la récurrence, c'est qu'elles se connaissent toujours à travers une méthode de développement personnel ou d'introspection écrite par un homme. C'est ça la tristesse. C'est-à-dire que l'effet Men, dont j'ai fait l'affiche du séminaire, mais dont on n'a finalement pas parlé, car on s'est totalement laissé envoûter par le discours d'Alain, l'effet Men, l'idéologie, c'est un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait envie de cul disponible, et qui a recruté des filles d'abord pour leur physique, qui a d'abord écrit des slogans sur leur dos, qui a compris qu'en fait les caméras ne filmaient que l'autre côté, et qui a fini par écrire des slogans sur leur sein. Elle l'avoue elle-même. J'ai par une rencontre récente avec non, ça je dis pas ça, non. Par une rencontre récente, j'ai découvert que beaucoup bon, allez, si je le raconte,
Je m'interrogeais beaucoup sur le tantra, j'ai rencontré des filles qui le pratiquaient, et au haut de l'échelle de la pyramide de l'idéologie, hein, comme disait Alain Badiou, un monde avec beaucoup d'idéologie est un monde avec très peu d'idées. Au sommet de l'échelle de la pyramide de l'idéologie, c'est toujours un homme. C'est-à-dire que les cheminements physiques, ésotériques, psychologiques, psychanalytiques, sociologiques, qui permettent à la femme, aux femmes, hein, parce que à la femme et aux femmes, c'est pas pareil. Il faudrait expliquer comment on passe de l'un à l'autre, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Qui permettent aux femmes d'accéder à un degré supérieur de compréhension du monde sont presque quasiment systématiquement écrits par des hommes, ou en tout cas pour des hommes. Ce qui met un petit peu ce qui les met un petit peu face à leurs contradictions, notamment par rapport à une supposée autonomie absolue, hein, le combat féministe étant ce combat maintenant d'arrière-garde qui consiste à démontrer qu'en réalité on n'a pas besoin de l'autre. Moi je ne suis pas sur un combat machiste car je pense que l'homme a besoin de la femme. Si j'étais le vrai macho, c'est le type qui dit je me fiche des femmes, ça ne m'intéresse pas. Moi si je fais ce métier c'est que ça m'intéresse, sinon je ferais autre chose. Donc la féministe et le féminisme et le machisme sont deux combats d'arrière-garde qui pensent que l'un peut se passer de l'autre, alors que nous ce qu'on dit c'est qu'on ne peut se passer l'un de l'autre, sinon la vie serait très triste. Mais pour qu'on s'entende bien, pour qu'on se comprenne bien, et pour qu'on sorte de nos déterminations, c'est-à-dire pour qu'on arrive à se rencontrer au-delà de ce que le système veut nous coller comme partenaire, c'est-à-dire un conjoint rencontré sur les bancs de la fac dans une catégorie socio-professionnelle qui nous correspond, si on a envie de vivre des choses un petit peu intéressantes, si on a envie de sortir de notre fameuse zone de confort, il faut qu'on comprenne le logiciel de l'autre. Plus on comprend le logiciel des femmes, plus on est à même de rencontrer des femmes qui à la base ne nous correspondraient pas. C'est-à-dire de rencontrer finalement la vraie autre, car l'autre c'est pas l'autre sexe. L'autre c'est l'autre sexe qu'en plus on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Sur la violence faite aux femmes, si vous me permettez de dire, on en parle beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une violence qui est faite aux femmes. Je pense que dans un certain sens, oui. La violence qui est faite aux femmes, c'est qu'il n'est donné aujourd'hui à ces femmes qu'un chemin possible, c'est de devenir comme un homme. Et que cela, pour certaines femmes, ça suppose une violence contre leur féminité, quelque part. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, qu'une femme qui n'a aucune perspective de devenir autonome professionnellement, ce qui est de symbolique, si vous voulez, masculine, elle va souffrir d'une immense culpabilité et d'un immense sentiment de n'être rien dans ce monde. Vous voyez ? Donc, ce sentiment que la violence faite aux femmes aujourd'hui est très ancré chez les femmes, c'est que, effectivement, on ne leur est donné, leur semble-t-il, que la possibilité de devenir comme des hommes. Et je me souviens d'une femme passablement perturbée qui me disait qu'elle était capable de se taper des mecs comme les mecs se tapent des femmes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire des mecs qui se tapent des femmes comme des mecs, hein, mais c'était incroyable de voir à quel point cette femme avait des rêves dans lesquels elle se maltraitait elle-même. Elle avait tout le temps le rêve d'une femme qui la maltraitait, qu'elle maltraitait. Elle était tout le temps dans un combat terrible avec une femme, peut-être entre une féminité plus authentique, plus vraie, et une féminité sur le modèle de ce que l'homme veut qu'elle soit, c'est-à-dire séduisante, mais aussi affirmée dans le monde, comme un homme. Les hommes ont fait peut-être la pire vacherie qu'on puisse faire aux femmes en leur disant, ça mérite réflexion, en leur disant, votre salut c'est de devenir comme nous. Quels sont les effets de la psyro sur la société ? Est-ce que c'est un nouveau business ou est-ce que c'est... Ça, ce sont les effets socio-économiques, ce sont les effets peut-être politiques. Mais là où moi je vois une certaine gravité dans les effets négatifs de la psyrose, c'est que, à mon avis, la psyrose entraîne un affaiblissement de la confiance que l'on peut avoir de supporter la vie, et c'est là que moi, surtout chez les jeunes, et c'est là que je vois
les effets les plus négatifs de la psychose. J'ai lu dernièrement dans Le Temps qu'avait été écrit un article sur l'effet nocebo. C'est un best-seller aux États-Unis. Je vous cacherai pas que ça me fait un peu mal, parce que moi, je l'ai écrit il y a déjà 10 ans en arrière. C'est-à-dire que de poser le diagnostic rend malade. C'est le contraire de l'effet placebo. Donc, c'est l'effet majeur pour moi de la psychose, c'est un affaiblissement de l'individu dans son rapport avec les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, il y a une épreuve qui est très très mal assumée par les gens, c'est l'épreuve du couple. La norme de bonheur du couple est complètement insensée. Je ne sais pas si le couple, c'est un lieu pour être heureux, ou si c'est pas plutôt un lieu pour s'individuer, pour grandir peut-être avant d'être heureux. Donc c'est ça, c'est là surtout, c'est l'affaiblissement de l'individu dans son rapport aux épreuves de la vie, où toutes les épreuves de la vie sont jugées comme autant d'injustices et traumatisantes. Quel est le marqueur de quelqu'un qui n'a pas grandi? Il reste une progéniture. Alors moi j'aime bien expliquer par des exemples, comme vous l'avez compris. J'ai une femme qui vient chez moi, elle a 92 ans, 92. 92. Hein. Elle a 2 filles qui frisent la soixantaine. Hein. Elle est encore la mère qui s'inquiète pour ses 2 filles. Alors que cette vieille dame qui commence sérieusement à décliner et qui boite et qui a beaucoup de difficultés aurait besoin que l'on s'inquiète pour elle. Ces 2 filles restent des progénitures. Et je lui ai dit l'autre jour, dans la dernière séance qu'on a eue ensemble la semaine passée, j'adore cette dame, je lui ai dit, mais moi, vos 2 filles, elles commencent à me les gonfler, parce que je trouve qu'elles pourraient peut-être inverser les rôles et commencer à s'occuper de vous. Et il y a une des 2 filles qui a une tendance aux dépressions chroniques, et je lui ai dit aussi, je commence aussi à en avoir marre de ces psys qui sont pas fichus de lui dire que peut-être, si elle s'occupait un peu de sa vieille mère, ça lui permettrait de se décentrer un peu et ça l'empêcherait de faire des dépressions à répétition. Elle reste, les gens restent la progéniture. Et là, alors, je m'avance peut-être un peu trop, j'ai l'impression que des facteurs de la stérilité féminine, mais ça n'engage que moi, c'est que la femme, la future mère, qui n'arrive pas à avoir un enfant, est encore dans un rapport de progéniture avec sa mère. Alors qu'il y a un moment où le rapport doit s'inverser. La mère devient celle dont on s'occupe, et je ne suis plus la progéniture. Aujourd'hui, on s'inquiète pour ces gamins jusqu'à 92 ans. Ouais. Quelle posture peut-on adopter lorsqu'on rencontre la psychose dans l'environnement immédiat ou familial? Alors bon, d'abord il faut détecter la psychose. C'est pas toujours facile. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis pris en flagrant délit d'être un psychosé, vous voyez. Je pense que il faut peut-être se positionner en homme et en père. Parce que, comme je l'ai dit, le bras armé de la psychose, c'est la mère, c'est la féminité. Je vous l'ai dit, dans la féminisation de la société, là où ça me paraît le plus dramatique, c'est dans l'éducation. Donc, si vous êtes témoin d'un mouvement de psychose autour de vous, ne craignez pas de devoir affronter d'être dans une certaine provocation. Ne craignez pas, c'est très difficile. Au pire, vous perdrez toutes vos chroniques radio et tous vos articles sur le Huffington Post, mais on n'en meurt pas. Je suis encore là et la salle est pleine, donc on n'en meurt pas. Je pense qu'aujourd'hui, en éducation, il appartient aux hommes de trouver ce que
veulent et ce qu'ils attendent de leurs enfants. Et qu'il appartient au père de bien savoir ce qu'est un père et que ce n'est pas seulement de répondre aux attentes que la mère a. Le père n'est pas une deuxième mère. On m'a fait 2 critiques sur mon livre, je ne veux pas faire de la pub, mais on m'a dit que c'est pas chiant à lire. Pour un livre de psychologie, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas seulement un livre de psychologie, c'est aussi un livre de société dans laquelle la psychologie a pris de place. Et puis, alors systématiquement, c'est à contre-courant. Bon. Voilà. Eh bien,